Livre premier. Le monde comme représentation. Premier point de vue. La représentation soumise au principe de raison suffisante, l'objet de l'expérience et de la science. Citation de Jean-Jacques Rousseau. « Sors de ton enfance, ami, et réveille-toi. » 1. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. S'il est une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ce même de temps, d'espace et de causalité qu'il implique. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n'est applicable qu'à un ordre déterminé de représentation. La distinction du sujet et de l'objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe, existe pour la pensée, c'est-à-dire l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant. En un mot, il est pure représentation. Cette loi s'applique à tout le présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous. Car elle est vraie du temps et de l'espace eux-mêmes, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation. Cette vérité est d'ailleurs loin d'être neuve, elle fait déjà le fond des considérations sceptiques d'où procède la philosophie de Descartes. Mais ce fut Berkeley qui le premier la formula d'une manière catégorique. Par là, il a rendu à la philosophie un immortel service, encore que le reste de ses doctrines ne mérite guère de vivre. Le grand tort de Kant, comme je l'expose dans l'appendice qui lui est consacré, a été de méconnaître ce principe fondamental. En revanche, cette importante vérité a été de bonne heure admise par les sages de l'Inde, puisqu'elle apparaît comme la base même de la philosophie Vedanta attribuée à Vyasa. Nous avons sur ce point le témoignage de W. Jones dans sa dernière dissertation ayant pour objet la philosophie asiatique. Je cite, « Le dogme essentiel de l'école Vedanta consistait non à nier l'existence de la matière, c'est-à-dire de la solidité, de l'impénétrabilité, de l'étendue, négation qui, en effet, serait absurde, mais seulement à réformer sur ce point l'opinion vulgaire et à soutenir que cette matière n'a pas une réalité indépendante de la perception de l'esprit, et existence et perceptibilité étant deux termes équivalents. » Fin de citation. Cette simple indication montre suffisamment dans le védantisme le réalisme empirique associé à l'idéalisme transcendantal. C'est à cet unique point de vue et comme pure représentation que le monde sera étudié dans ce premier livre. Une telle conception, absolument vraie d'ailleurs en elle-même, est cependant exclusive et résulte d'une abstraction volontairement opérée par l'esprit. La meilleure preuve en est dans la répugnance naturelle des hommes à admettre que le monde ne soit qu'une simple représentation, idée néanmoins incontestable. Mais cette vue, qui ne porte que sur une phase des choses, sera complétée dans le livre suivant par une autre vérité, moins évidente, il faut l'avouer, que la première.
La seconde demande en effet, pour être comprise, une recherche plus approfondie et un plus grand effort d'abstraction, enfin une dissociation des éléments hétérogènes accompagnée d'une synthèse des principes semblables. Cette austère vérité, bien propre à faire réfléchir l'homme, sinon à le faire trembler, voici comment il peut et doit l'énoncer à côté de l'autre: le monde est ma volonté. En attendant, il nous faut dans ce premier livre envisager le monde sous un seul de ses aspects, celui qui sert de point de départ à notre théorie, c'est-à-dire la propriété qu'il possède d'être pensé. Nous devons dès lors considérer tous les objets présents, y compris notre propre corps, ceci sera développé plus loin, comme autant de représentations et ne jamais les appeler d'un autre nom. La seule chose dont il soit fait abstraction ici, chacun j'espère s'en pourra convaincre par la suite, c'est uniquement la volonté qui constitue l'autre côté du monde. À un premier point de vue, en effet, ce monde n'existe absolument que comme représentation. À un autre point de vue, il n'existe que comme volonté. Une réalité qui ne peut se ramener ni au premier ni au second de ces éléments, qui serait un objet en soi, et c'est malheureusement la déplorable transformation qu'a subie entre les mains mêmes de Kant sa chose en soi. Cette prétendue réalité, dis-je, est une pure chimère, un feu follet propre seulement à égarer la philosophie qui lui fait accueil.